Yo, bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief des Diables. Nous allons pouvoir aborder ensemble les matchs que la Belgique a pu jouer pour sa qualification dans la Coupe du Monde 2022. Alors un format un peu différent comparé à d'habitude, car avant je prenais le temps de revenir en détail sur chaque match. Ici, au vu des rencontres et de ce qu'elles nous ont montré, j'ai trouvé plus intéressant de séparer cette vidéo en trois parties. Donc, premièrement, nous allons aborder les changements qui ont été apportés à l'équipe après cette défaite cuisante contre l'Italie. Ensuite, nous allons aborder les enseignements que nous avons pu tirer après ces rencontres et ces victoires de la Belgique. Et enfin, nous allons essayer de nous projeter dans le futur, voir ce que l'équipe peut essayer d'envisager et surtout essayer de donner un pronostic pour ce match qui arrive contre l'équipe de France. Donc tout de suite, les changements apportés à l'équipe, c'est parti. Donc déjà, premièrement, les premiers changements notables au niveau de l'effectif sont les joueurs absents pour cause de blessures. Et cette liste de joueurs est très nombreuse. On le sait, il y avait Chadli qui s'est blessé dans le match de l'Italie. Il y avait également Mertens qui apparemment a joué avec une légère blessure et a dû subir une opération en sortie de l'Euro. Bien évidemment, Kevin De Bruyne qui ressentait toujours une gêne au niveau de sa cheville. Et aussi Doku qui malheureusement à la reprise du championnat français, lui qui évolue au Stade Rennais, s'est blessé. Donc tous ces joueurs étaient absents de la composition et on peut aussi ajouter le nom de Mignolet qui s'était blessé lui durant les camps d'entraînement de l'Euro. Et donc M. Martinez a fait appel à de nombreux nouveaux joueurs et beaucoup de jeunes dans cette liste qui sont apparus, de nouveaux noms, des premières titularisations ont lieu durant ces 3 matchs. Et nous nous retrouvions avec une liste assez conséquente qui finissait avec 31 noms dessus. Malheureusement, encore une fois, à cause des blessures, de nombreux joueurs n'auront pas pu faire le déplacement avec l'équipe et certains même n'auront pas eu de remplaçant. Je pense par exemple à Delcroix qui s'était blessé juste à la reprise du championnat alors qu'il venait d'être acheté par Anderlecht. Et à côté de ça, nous avons pu retrouver beaucoup de jeunes joueurs qui ont brillé dans les équipes jeunes de la Belgique et qui espéraient avoir du temps de jeu, comme Zino Van Heusden. Plaisir personnel parce que Zino Van Heusden est un joueur que j'apprécie énormément et j'espère qu'il va gagner de l'expérience et pouvoir enfin jouer avec les couleurs des Diables Rouges. On retrouvait aussi en défense Brandon Mekele qui n'a malheureusement pas eu de temps de jeu. Dans le secteur du milieu de terrain, on retrouvait Thomas Fouquet, joueur de couloir du Stade de Reims, donc en Ligue 1, championnat français. Alexis Saelmakers, qui revenait dans l'équipe, qui n'avait jamais encore eu de titularisation, qui revenait dans l'équipe après un petit temps d'adaptation, un jeune joueur latéral de l'AC Milan. Également, au milieu de terrain, on retrouvait Lokonga. On sait que Lokonga, c'est un joueur à très très fort potentiel qui est fraîchement débarqué à Arsenal. Alors bon, Arsenal est ce qu'il est à l'heure actuelle, mais ça n'enlève rien au potentiel que nous pouvons attendre d'Alexis Lokonga, qui dans le profil type me fait un petit peu penser à Paul Pogba. Et aux avant-postes, on pouvait retrouver Charles de Ketteler du club de Bruges, Dodi Lukebakio de Wolfsburg, ainsi que Yari Verscheren d'Anderlecht. Donc de nombreuses additions de jeunes dans cet effectif qui vont nous permettre de nous projeter un peu sur ce que sera le futur de l'équipe à long terme et surtout voir dans quel état d'esprit ils vont arriver, sachant d'où vient l'équipe après cette défaite à l'Euro et vers où elle se dirige, cette demi-finale contre l'équipe de France en Ligue des Nations, en passant par ces 3 matchs de qualification à l'Euro. Et tout de suite, nous allons passer aux enseignements des rencontres. Donc, bilan des rencontres. On va passer en substance du coup sur ces 3 matchs, essayer de revenir sur les points importants que nous avons pu apprendre, aussi bien positivement que négativement, et nous finirons par un peu voir les prestations des joueurs et ce que nous pourrons attendre d'eux dans le futur.
déjà, la première information la plus importante, c'est que la Belgique a gagné ces 3 matchs. Alors, c'est 3 matchs qui se sont joués de manière différente, mais les résultats sont logiques, avec une victoire 5-2 contre l'Estonie, où ce match qui a été pour moi peut-être le meilleur match des 3 qu'a pu proposer la Belgique. La victoire 3-0 contre la République tchèque, qui est pour moi le match où il y a le plus à parler, et la victoire 1-0 seulement contre la Biélorussie. Résultat qui peut paraître un peu surprenant, mais qui s'explique par la titularisation unique de 4 joueurs habituels. Donc on retrouvait une charnière défensive commune, donc Alderweireld, Boyata et Denayer, et Youri Tillmans, qui était le seul joueur habitué à être titularisé à commencer les matchs. Tout le reste, donc même le gardien, on a retrouvé Castells sur ce match en tant que titulaire. Tous les autres joueurs étaient des joueurs de banc qui avaient très peu de minutes de jeu, qui ont pu gagner beaucoup de temps de jeu, et ça s'est directement ressenti. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Après cette prestation, déjà, le premier enseignement que nous pouvons tirer, c'est l'état d'esprit avec lequel notre équipe est arrivée dans ces rencontres. Elle est arrivée avec un état d'esprit conquérant, avec l'envie de gagner ces matchs, et c'est ce qui a été le plus transparent, c'est le plaisir que prennent les joueurs à jouer offensivement et essayer de gagner leur rencontre en imposant le rythme du jeu. Et je pense qu'après de telles prestations, nous pouvons attendre de grandes choses pour le futur de notre équipe. Alors, malgré le fait que les rencontres pouvaient de prime abord paraître faciles, et en réalité, elles l'ont été, si on nommait ce match contre la Biélorussie qui est un peu anecdotique au vu de l'équipe que la Biélorussie a affrontée. Mais malheureusement, il y a toujours les mêmes petits problèmes qui vont persister dans notre équipe. Notamment dans le secteur défensif. On sait que c'est le plus gros péché, je vais dire, de notre équipe, qui a toujours cet état d'esprit attentiste et qui va reculer et énormément subir sans qu'aucun joueur fasse l'effort d'aller chercher le porteur de balle. Et c'est là que sera notre plus gros problème. L'exemple parfait de cet état d'esprit attentiste qui peut poser problème, c'est cette deuxième période contre la République tchèque. Et pour moi, c'est le match le plus criant. Alors certes, le match contre la République tchèque s'est soldé par une victoire 3-0 de la Belgique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à la rentrée des vestiaires, la Belgique menait déjà 2-0 et qu'à la sortie des vestiaires, nous avons connu plus ou moins 20 minutes d'un football complètement dégueulasse. Et il faut le dire, à un moment, notre équipe est vraiment capable du meilleur offensivement. Mais quand on joue dans ce système de jeu de bloc bas, en reculant, en laissant les équipes jouer et en ne jouant que sur les contre-attaques, bien que ce soit notre point le plus fort, ça ne peut pas fonctionner. On a eu de la chance que la République tchèque n'avait pas ses buteurs titulaires pour vraiment venir mettre du danger sur les buts de Courtois. Mais on a senti vraiment dans cette deuxième mi-temps un manque d'envie, un manque d'implication. Et j'ai quelque peu l'impression que M. Martinez n'a pas voulu faire surchauffer ses joueurs et se contenter du 2-0 car la victoire était acquise. Mais on sent que dans cet état d'esprit de conservation de score et de ne plus aller chercher les ballons et aller chercher les adversaires, ça impacte psychologiquement les joueurs et on a l'impression qu'ils n'ont même plus envie d'être sur le terrain. Je pense par exemple à Axel Witsel qui jouait carrément, enfin ça se voyait, c'était vraiment flagrant, qui jouait avec le frein, qui se retenait d'aller mettre du pressing et que des moments il oubliait les consignes du coach peut-être et il était le seul à aller chercher la balle et il se retournait, il voit personne autour de lui. Et je peux comprendre que ça soit frustrant et pour moi c'est là qu'un effort au niveau du coaching doit être fait, c'est d'arriver à trouver une balance entre mettre du gros pressing et jouer du jeu rapide et être dans la retenue, je vais dire, et conserver le score. Ce ne sera pas chose facile, mais nous ne pouvons pas reproduire les mêmes erreurs que contre le Portugal. Oui, il y a une victoire, mais c'est une victoire pour moi chanceuse. Et contre l'Italie, qui est, voilà, c'est juste la démonstration de ce que j'explique. Et surtout, dans la prévision de ce match contre l'équipe de France. De la même manière, dans cette configuration de jeu bas, lorsque l'on subit du pressing, il faut faire attention à notre conservation de balle.
On sent que certains joueurs, surtout dans le secteur défensif, ont du mal dans la relance rapide, je vais dire, lorsqu'ils subissent du pressing adverse. Il va falloir arriver à mieux gérer les milieux de terrain pour qu'ils redescendent beaucoup plus bas pour arriver à relancer le ballon dans les meilleures conditions. Et ne plus retomber dans cette caricature de long ballon devant, qui n'a pas été surexploité, et c'est un gros soulagement pour moi. Mais il faut arriver à passer par le jeu au sol et pas uniquement par le jeu aérien, je vais dire, pour les relances. Et le dernier point où il va falloir faire le plus attention, qui a été fatal dans le match contre l'Estonie, mais pas dans les autres rencontres, c'est la gestion des temps faibles. Ce que je vais appeler les temps faibles, ou aussi on peut appeler ça des temps morts, c'est les temps où le ballon n'est pas en jeu et où il y a du relâchement de l'équipe. Et on l'a vu, au début des périodes, notre équipe c'est un diesel. Elle a du mal à se mettre en route, elle a du mal à faire les efforts défensifs, d'aller chercher les joueurs. Et contre l'Estonie, ça s'est soldé par 2 buts. Le premier but qui est intervenu directement après peut-être 6 ou 8 minutes de jeu, l'équipe ne mettait pas les efforts en place pour ne pas encaisser de but. Le résultat, c'est que l'Estonie a pris les devants directement et a commencé le match à 1-0. Alors bon, derrière, la Belgique a déroulé, on a marqué 5. Et on a retrouvé le même cas de figure, cette fois-ci après une faute qui a engendré des changements. Donc les joueurs, après le coup de sifflet, voient les joueurs entrer sur le terrain, se relâchent. Qu'est-ce qui se passe? L'Estonie joue le coup directement, relance vite le ballon et ça aboutit à un deuxième but. Donc le score du match reste une victoire totale de la Belgique, je vais dire, mais ces défauts que nous pouvons avoir contre des équipes, moi je vais dire, peuvent nous poser de vrais gros problèmes s'ils ne sont pas corrigés lorsque l'on va affronter des plus grosses équipes. On peut penser par exemple à la France qui arrive ce 7 octobre. Et le dernier point sur lequel j'ai envie de revenir plutôt dans l'aspect négatif, je vais dire, c'est le fait que l'on ressente l'absence vraiment de nos joueurs cadres. Alors, dit comme ça, c'est un petit peu enfoncer une porte ouverte, parce que c'est logique quand tu as des joueurs comme De Bruyne, quand tu as des joueurs comme Lukaku, quand tu as des joueurs comme Eden Hazard, leur absence du terrain se fait totalement ressentir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a vraiment du mal à essayer de combler leur compartiment de jeu. C'est sûr que un Youri Tielemans ne peut pas apporter ce qu'apporte un Kevin De Bruyne. C'est sûr qu'un Michy Batshuayi ne peut pas apporter ce qu'un Lukaku apporte. C'est sûr qu'un Dodi Lukebakio ou qu'un Yannick Carrasco ne peut pas apporter ce que Eden Hazard apporte. Cependant, ils occupent des postes qui ont une importance clé dans le jeu offensif belge. Et c'est là que lorsque un joueur comme Kevin De Bruyne est enlevé de cette équipe, on sent tout de suite qu'il y a un manque de facilité dans les passes, que les transmissions de ballon sont beaucoup moins fluides, qu'il y a du mal à trouver les dernières passes et aller chercher des actions de but. Et pour moi, également, l'absence qui s'est fait le plus remarquer, c'est celle de Lukaku contre la Biélorussie, puisque après s'être pris un deuxième carton jaune contre la République tchèque, il n'a pas pu participer à ce match. Et dans ce match, on a clairement pu voir que son absence de rôle de pivot nous empêchait d'aller chercher des frappes. Et la majorité des frappes que nous avons eues sont venues hors de la surface ou alors sur des centres et des jeux de tête ou des ballons qui traînent, qui finissent par une frappe. Mais on n'a jamais eu vraiment d'action franche sur des décalages qu'on peut retrouver entre Hazard et Lukaku par exemple. Mais cela reste tout de même quelque peu anecdotique puisque je pense quand même, et j'espère, si leur santé leur permet, que ces joueurs seront présents dans tous les grands rendez-vous que notre équipe sera amenée à jouer dans le futur. D'un point de vue plus positif, les Diables Rouges prouvent encore une fois qu'ils sont bien plus forts lorsqu'ils ont la possession du ballon et qu'ils dictent le tempo du jeu. Et ça peut être illustré par les connexions somptueuses qu'on a pu retrouver
entre Eden Hazard et Lukaku dans les matchs de la République tchèque et de l'Estonie. Le jeu rapide et les contre-attaques restent malgré tout notre arme principale et là où notre équipe est le plus létale. On voit très bien que lorsque le jeu est rapide, que les passes vont vite en une touche de balle et que les joueurs arrivent à connecter, on se retrouve déjà dans un premier temps avec des buts fantastiques. Je pense notamment au but d'Axel Witsel contre l'Estonie ou au but d'Eden Hazard contre la République tchèque. Ces deux buts illustrent parfaitement la facilité avec laquelle notre équipe peut se trouver, mais également montrent le plaisir que les joueurs ont à construire des actions. Et c'est là qu'on voit que notre équipe prend beaucoup plus de plaisir et a beaucoup plus de facilité de jouer et d'aller chercher des victoires lorsqu'elle met la pression pour récupérer le ballon et prend le temps de construire. On a vu des phases de possession longues contre des équipes qui nous laissaient jouer et on a vu que les passes arrivaient quasiment à chaque fois. Lorsqu'on avait Lukaku et Eden Hazard, ça créait des décalages pour Trossard, pour Salmakers, pour Fouquet. On a vu d'ailleurs les premiers buts de ces joueurs, le premier but de Fouquet, les premiers buts de Salmakers. Mais on peut voir très clairement la différence de jeu lorsque on ne le fait pas, comme cette deuxième mi-temps contre la République tchèque. Et d'un autre côté, lorsque on prend les devants, qu'on dicte notre rythme, que c'est nous qui avons la possession et que nous allons chercher des actions. On a des joueurs qui ne cherchent qu'à marquer, d'ailleurs c'est un petit reproche qu'on pourra faire par la suite, mais on sent que c'est une équipe qui a faim de but, qui a des possibilités d'aller chercher les buts lorsqu'elle a ses cadres sur le terrain. Donc pourquoi se priver d'un tel atout, sachant que notre défense n'est pas notre point fort. Et par rapport à ça, du coup, pour essayer d'englober un peu toute cette réflexion, je pense que le plus gros effort devra être fait par M. Martinez, qui devra arriver à trouver un juste milieu entre le jeu bloc bas attentiste et le jeu très offensif et de construction de la Belgique. Car, je le répète encore, ce jeu bloc bas ne correspond pas à l'identité de notre équipe. On le voit dans le langage corporel de nos joueurs lorsqu'ils sont, entre guillemets, contraints de le faire, comme on a pu le voir dans cette seconde mi-temps de la République tchèque. Donc il ne va pas falloir reproduire ces erreurs qui peuvent nous faire mal contre des équipes qui sont très fortes offensivement, comme le Portugal, comme l'Italie et comme la France à venir. Et pour finir ce point enseignement, je vais dire, sur ces rencontres, on va parler un peu plus en détail des joueurs, surtout des nouveaux joueurs et des joueurs qui pourront être amenés à rester et à stabiliser une place pour eux dans l'effectif de l'équipe de Belgique. Donc il y a des joueurs qui ont vraiment marqué beaucoup de points. Je pense en premier à Selmakers qui a joué dans les 3 matchs et qui a montré. Alors il a commis des erreurs, une erreur qui a coûté le premier but d'ailleurs contre l'Estonie, mais je pense que globalement, en substitut de Meunier, il a vraiment marqué des points. Il va falloir qu'il arrive à corriger ses erreurs dans son jeu de passe lorsqu'on lui met la pression, mais il a fait un travail fantastique et a marqué un très beau but. On peut également penser à Trossard qui confirme, puisqu'il avait déjà joué dans les matchs, enfin il a participé à l'Euro, il avait joué dans les matchs de préparation à l'Euro. Ça fait un petit moment maintenant qu'il a son nom sur la liste des joueurs, et je pense que c'est un joueur sur lequel on va pouvoir compter dans le futur, en relais d'Hazard, enfin en backup de Hazard plutôt. Et moi c'est un joueur que j'apprécie, que je trouve vraiment intéressant offensivement, même si il y a quelques petits reproches sur son approche offensive qu'on peut avoir. Et enfin Fouquet, je trouve qu'il, pareil, donc il joue au même poste que Selmakers, donc milieu droit, substitut de Meunier. Et j'ai trouvé vraiment que dans son implication, donc lui justement il va être plus intéressant que Selmakers au niveau défensif. C'est là que son apport est vraiment le plus important. Et il va falloir qu'il arrive à mieux gérer ses combinaisons en attaque. Mais pareil, c'est un joueur qui a marqué beaucoup de points de mon point de vue et qu'on pourra retrouver dans la liste pour pallier à Meunier dans le futur. Ensuite, il y a eu les joueurs qui confirment leur bonne forme du moment. Hazard qui montre qu'il est de retour, qui a fait vraiment 2 rencontres plus une entrée contre la Biélorussie. Vraiment convaincante sur son état de santé. Ajouté à cela, on peut aussi nommer Carrasco, qui pour moi a réalisé contre l'Estonie un match vraiment significatif.
Et lorsqu'on voit sa manière de jouer, on se demande encore pourquoi il n'est pas sorti du banc contre l'Italie. Également, on peut penser à Lukaku qui a réalisé 2 matchs fantastiques et son apport en attaque et ses combinaisons avec Hazard laissent rêveur. Et si on ajoute à cela Kevin De Bruyne, je manque de superlatifs pour arriver à décrire ce que ces combinaisons et ce trio de joueurs peut nous apporter offensivement, tant déjà la seule présence de Lukaku et Hazard en pleine forme a fait des étincelles. Finalement, pas vraiment de déception au niveau de l'effectif. On peut penser par exemple à Lokonga qui a eu du temps de jeu contre l'Estonie mais qui a montré qu'il manquait encore un peu d'expérience. Et Alderweireld qui doit vraiment arriver à faire évoluer son jeu un peu à la manière de Vertonghen, puisqu'on sent qu'il commence vraiment à ressentir cette pression que lui mettent les joueurs rapides offensifs. Et il faut qu'il arrive à adapter son jeu pour ne plus se faire déborder et ne plus reculer, comme il a tendance à le faire un petit peu trop souvent, et ce qui met vraiment beaucoup de danger sur nos buts. Et le petit point de détail que je voulais aborder un peu précédemment par rapport à Trossard mais également Luque Bacchio, et on peut aussi nommer Carrasco dans cette liste de joueurs, c'est leur aspect un petit peu trop personnel, qui vont plus chercher à marquer un but qu'à délivrer une passe décisive. Et l'exemple le plus flagrant, je pense que c'est Luque Bacchio qui, dans le match contre la Biélorussie, aurait pu délivrer 2 passes décisives, mais a plutôt été chercher 2 frappes qui, au final, n'ont abouti à rien. Donc il faut arriver à évoluer. Je me doute que marquer avec la sélection, c'est quand même un sentiment grandiose, mais il faut mettre la primauté sur la victoire et plutôt essayer de trouver ses coéquipiers dans les meilleures conditions qu'essayer de balancer des frappes en dehors de la surface dès qu'on a le ballon. En attendant, on va essayer de voir ce qui va se passer dans le futur. Donc, comment allons-nous pouvoir nous projeter dans le futur? Déjà, je pense que globalement, nous avons pu voir un très bon état d'esprit de l'équipe de Belgique qui a relevé la tête tout de suite après cette défaite vraiment pas très à leur avantage face à l'Italie. Elle va remporter ces 3 matchs en montrant un visage très offensif, mais malgré tout, les vieux travers défensifs persistent. Il va falloir y faire très attention. Et c'est très illustré par ce contraste, car je pense que lorsque notre équipe est débridée et qu'elle a cette liberté de jeu, elle peut marquer contre n'importe quelle équipe. Mais à contrario, notre défense qui a tendance à être trop attentiste et à trop reculer, peut encaisser des buts contre n'importe qui. Donc attention à bien rester concentré tout au long de la rencontre, à essayer de mettre un minimum de pression, d'avoir un maximum la possession du ballon et surtout de laisser libre cours à l'imagination de nos 3 maestros offensifs que sont Hazard, Lukaku et Kevin De Bruyne. Également, je pense au vu de ces 3 rencontres que nous n'avons pas encore atteint notre plein potentiel au niveau de notre équipe. Et l'explosion de joueurs comme Van Aken, Selmakers ou encore Fouquet nous donne beaucoup de nouvelles perspectives pour l'équipe. Et maintenant, c'est à Monsieur Martinez de continuer de faire progresser cet effectif tout en préparant au mieux les grandes prochaines rencontres. Et donc, on y arrive au dénouement. Cette prochaine grande rencontre, la plus proche qui arrive, sera cette demi-finale de Ligue des Nations contre l'équipe de France qui se déroulera le 7 octobre prochain. Alors, en préambule de cette rencontre, petit point stat concernant notre équipe de Belgique. Depuis la défaite contre l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde 2018, la Belgique a joué 32 matchs en comptant les 3 derniers matchs qu'ils viennent de jouer. Et sur ces 32 matchs, la Belgique n'a connu que 2 défaites et 1 match nul. Et donc sur ces 29 victoires, la Belgique aura marqué 103 buts et en aura seulement encaissé 18. Alors c'est sûr, on ne jouait pas tous les 3 matchs contre l'Italie et le Portugal, mais cela reste des résultats très notables et justifie d'un côté notre position au classement de la FIFA et surtout montre avec quel état d'esprit la Belgique va aborder cette rencontre. Alors je vais être tout à fait sincère, je n'ai pas regardé les rencontres de l'équipe de France avec le même intérêt que je porte à celle de l'équipe de Belgique. J'ai pu regarder en substance, mais je connais les résultats. Donc la France pour ces 3 matchs de qualification de la Coupe du Monde sort avec 2 nuls et 1 victoire. Et je pense que la victoire de l'équipe de France est le match à retenir d'eux.
puisqu'on a senti de l'adaptation au niveau de l'effectif de la part de Didier Deschamps. Et je pense que le match abouti est uniquement le match contre la Finlande et que les deux résultats précédents résultent plus de tentatives d'adaptation. Après, je n'en parlerai pas plus en profondeur puisque je n'ai pas vraiment analysé les matchs de la même manière. Au vu de tout ce que l'on connaît, je pense que psychologiquement, la Belgique arrive avec un léger avantage, en tout cas un meilleur état d'esprit que l'équipe de France, surtout au vu des récentes déclarations au niveau de ce qui pouvait se passer dans les vestiaires de la sélection française. Mais malgré ce léger avantage totalement substantiel, je pense que la France reste le pire adversaire que la Belgique puisse affronter. Notamment par sa qualité offensive avec des joueurs comme Mbappé, en espérant qu'il ne soit pas présent le 7 octobre. Mais on peut voir aussi également la bonne forme de Griezmann et puis l'apport non négligeable, même si sa présence est désirée ou pas, de Karim Benzema. De notre côté, nous devrons essayer d'exploiter les faiblesses de l'équipe de France, notamment celle à défendre sur les côtés. Je pense que nos ailiers vont avoir un rôle primordial pour parvenir à aller chercher cette victoire. Et surtout, il faudra que notre défense nous sorte encore un gros match du type de match que l'on a pu retrouver contre le Portugal. Sachant que, encore une fois, ce n'est pas en étant attentiste et en jouant bloc bas que nous parviendrons à battre l'équipe de France. Pour jouer dans les meilleures conditions, il faudra donc essayer de dicter le rythme de la rencontre et que M. Martinez arrive à s'adapter au mieux dans sa préparation et surtout dans les changements qu'il pourrait être amené à faire pendant le match, afin d'essayer d'avoir la meilleure performance possible. Je m'attends donc à un très gros match en espérant que la Belgique confirme sa bonne forme du moment en allant chercher une victoire. Si je devais pronostiquer le match, je dirais une victoire 3-1 pour la Belgique, mais advienne que pourra, on ne pourra le constater qu'à la fin de ce match. Et bien voilà, c'est tout pour moi. On a fait le tour des 3 rencontres. On a parlé un peu de l'aspect offensif magnifique de notre équipe. Toujours les erreurs défensives qui reviennent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des différents matchs de la Belgique. Votre pronostic pour le prochain match de l'équipe de France. Et on se retrouvera sûrement pour un débrief de Diable pour parler de la rencontre. A bientôt.